Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé de la finance numérique, le nouveau règlement européen MiCA. MiCA, ça veut dire Markets in Crypto Assets. On a regardé un peu les sources pour essayer de comprendre ce qui change concrètement. Oui, bonjour, absolument. MiCA, c'est vraiment une étape majeure. L'Union européenne est la première grande économie à mettre en place un cadre aussi complet pour les cryptoactifs. C'est une tentative, disons, d'harmoniser un peu les règles et de sécuriser cet écosystème qui grandit très vite, hein, des crypto-plateformes. Alors justement, décortiquons ça. MiCA, c'est quoi exactement et pourquoi on en parle maintenant? Alors, MiCA, eh bien, c'est ce nouveau cadre juridique unifié pour tous les cryptoactifs qui, en fait, n'était pas couvert par les réglementations financières qu'on connaissait déjà. Il a été proposé en 2020, il est entré en vigueur en juin 2023 et l'application, elle, va être progressive à partir de 2024. Ça fait partie du paquet finance numérique de la Commission. D'accord. Et les objectifs derrière tout ça? J'imagine que la protection des consommateurs est en tête. Tout à fait. Protéger les consommateurs, les investisseurs, oui, mais aussi assurer l'intégrité du marché. L'intégrité, c'est-à-dire des financières. Surtout avec les stablecoins, on y reviendra sûrement. Et puis aussi favoriser l'innovation. Ça peut paraître paradoxal, mais en donnant de la clarté réglementaire, on espère encourager l'innovation. Et un point crucial, c'est un règlement, pas une directive. Donc c'est applicable directement, partout dans l'UE, sans devoir être transposé pays par pays. Ah oui, ça c'est important. Qui va être concerné par ces nouvelles règles alors? On a principalement trois catégories. D'abord, les émetteurs de cryptoactifs, donc ceux qui créent les jetons, qui les offrent au public. Ensuite, les prestataires de services sur cryptoactifs, les fameux PSK. Les PSK, oui. C'est quoi ça exactement? Ce sont les plateformes d'échange, les services qui gardent vos cryptos, les conseillers, tous ces intermédiaires. Et puis, indirectement, bien sûr, les investisseurs, les utilisateurs finaux, ils devraient bénéficier d'une meilleure protection. D'accord. Et c'est là que ça devient intéressant. Concrètement, quelles sont les obligations MIF? Pour les émetteurs, par exemple. Alors pour les émetteurs, la grosse obligation, c'est la publication d'un livre blanc, un white paper comme on dit en anglais. Avant de proposer un jeton au public, il faut publier ce document très détaillé. Il doit décrire le projet, les droits attachés au jeton, les risques aussi et bien sûr qui est l'émetteur. Ce livre blanc, il doit être communiqué à l'autorité compétente, en France, ce sera l'AMF, et rendu public. Et on attend d'eux qu'ils agissent de manière honnête et professionnelle. Mhm. Ça structure un peu le marché, quoi. Fini le Far West des débuts, peut-être. C'est l'idée, oui. Et pour les plateformes, les PSCA? Pour eux, le mot-clé, c'est agrément. Il faudra un agrément délivré par une autorité nationale comme l'AMF pour pouvoir opérer dans toute l'Union européenne. D'accord. Et obtenir cet agrément, j'imagine que ce n'est pas simple, hein. Non, il y a des conditions assez strictes. Il faut avoir des fonds propres suffisants, une sécurité informatique qui tienne la route, une bonne gouvernance interne. Il faut aussi gérer séparément les fonds des clients de ceux de la plateforme, être transparent sur les frais. Et il y a des obligations de reporting réguliers. Des fonds propres, la sécurité, la gouvernance, ça ressemble beaucoup aux exigences pour les banques ou les sociétés d'investissement traditionnelles, non? Exactement. On voit bien la volonté d'intégrer ce secteur dans un cadre plus classique, plus sécurisé. Et là où Mika est particulièrement pointu, c'est sur les stablecoins. Ah oui, les fameux stablecoins. Voilà. Mika fait une distinction entre les jetons qui sont référencés à plusieurs actifs ou devises et ceux qui sont liés à une seule monnaie officielle. Comme l'euro par exemple, on parle alors de jetons de monnaie électronique. Leurs émetteurs, eux, devront obtenir une autorisation spécifique qui est encore plus exigeante. Ils devront maintenir des réserves liquides importantes, très sûres. Pourquoi cette attention si particulière sur les stablecoins? Eh bien parce qu'ils ont un potentiel systémique. Si un stablecoin adossé à l'euro, par exemple, devenait très populaire pour les paiements quotidiens, Oui. un problème avec ses réserves, un doute sur sa valeur, pourrait avoir des conséquences sur la stabilité financière générale. D'où ces exigences très fortes, et même la possibilité de limiter leur taille s'ils deviennent trop gros. Logique, en effet. Alors, si on essaye de résumer les avantages attendus de tout ça. Le premier, le plus évident, c'est ce cadre juridique clair et surtout unique pour toute l'UE.
Ça met fin à la fragmentation actuelle où chaque pays avait un peu ses propres règles ou pas de règles du tout. Et ça facilite énormément les opérations transfrontalières grâce à ce qu'on appelle le passeport européen. Le passeport européen? Oui. Une fois qu'un PSIA est agréé dans un pays membre, disons en France par l'AMF, il peut proposer ses services dans tous les autres pays de l'UE sans devoir redemander un agrément partout. C'est un accès direct à un marché immense. Ah oui, ça c'est un avantage énorme pour les entreprises du secteur. Quoi d'autre comme bénéfice? Ensuite, bien sûr, une meilleure protection des investisseurs, grâce à la transparence exigée par le livre blanc et aux garanties demandées aux plateformes pour obtenir leur agrément. Ça pourrait renforcer la confiance et peut-être attirer des investisseurs plus traditionnels comme les institutionnels, qui étaient peut-être frileux jusqu'ici. Et enfin, un environnement plus prévisible pour l'innovation et une meilleure capacité de surveillance des marchés pour les régulateurs. D'accord. Donc, clarté, protection, passeport européen, ça a l'air plutôt positif. Mais est-ce qu'il y a des limites, des critiques, des choses que Mika ne couvre pas? Oui, bien sûr, Mika ne couvre pas tout. Les NFT, les jetons non fongibles par exemple, sont en grande partie exclus pour le moment. Ah bon? Pourquoi? Et non interchangeables, un peu comme des œuvres d'art numériques. Leur régulation est complexe. Il y a aussi une grosse partie de la finance décentralisée, la DeFi, La DeFi, oui. qui reste aussi hors champ, principalement parce que c'est difficile d'identifier un émetteur ou un prestataire de services centralisé dans ces protocoles. La Commission doit publier des rapports sur ces sujets, mais c'est pour plus tard. L'autre critique qu'on entend parfois, c'est le poids des contraintes. Le coût pour obtenir l'agrément, les exigences en matière de gouvernance, de fonds propres, ça pourrait être lourd, surtout pour les petites start-up innovantes. Oui, le risque d'étouffer un peu l'innovation par la réglementation. C'est toujours l'équilibre difficile à trouver, oui. Et le calendrier, juste pour être clair, quand est-ce que tout ça s'applique? Alors, c'est progressif. Les règles spécifiques aux stablecoins s'appliquent dès juin 2024. Pour tout le reste, donc les autres types de jetons et les PSCA, ce sera applicable à partir de décembre 2024. Et le passeport européen, lui, il devrait être vraiment fonctionnel, disons, vers la fin 2025. Bon, pour résumer, on peut dire que l'Europe se positionne vraiment en pionnière avec Mika. Elle essaie d'instaurer de la confiance, de la sécurité, de la clarté dans cet univers crypto. C'est ça, c'est une base solide qui est posée, c'est certain. Maintenant, l'écosystème crypto évolue tellement vite, il faudra sans doute des ajustements, des mises à jour, notamment pour intégrer peut-être un jour la DeFi, les NFT. Trouver le bon équilibre entre réguler pour protéger et laisser l'espace pour innover, ça reste le défi permanent. Tout à fait. Et peut-être une dernière question pour réfléchir un peu plus loin. Mika cible surtout les intermédiaires, les entités centralisées qu'on trouve dans le monde crypto. Mais comment est-ce que ce type de cadre réglementaire pourra, à l'avenir, interagir ou même s'adapter à la nature qui se veut fondamentalement décentralisée de certains projets, de certains protocoles qui sont un peu au cœur de la promesse initiale des cryptos? Ça, c'est une question intéressante à garder en tête pour la suite.